rocailleux qui lui envoya des frissons dans le dos. Le destin vous a entraîné dans ma vie, et en ce moment, je suis la seule chose qui se dresse entre vous et un homme qui a assassiné son propre frère. Vous me ferez confiance parce que vous n'avez absolument aucun autre choix. Pendant un long moment, ils restèrent figés l'un contre l'autre au centre de la pièce. Emerson pouvait sentir le battement lourd et erratique de son cœur contre ses paumes. Elle le détestait d'avoir raison. Elle détestait le monde sombre et dangereux qu'il représentait. Mais par-dessus tout, elle détestait que lorsqu'il la regardait comme si elle était la seule chose qui comptait, elle ne voulait pas qu'il la lâche. Le jour se leva sur Manhattan dans une lueur gris pâle, illuminant la perfection stérile du penthouse de Tribeca. Emerson n'avait pas dormi. Elle avait passé la nuit recroquevillée dans un fauteuil, enveloppée dans un plaid en cachemire Loro Piana que Niccolo lui avait jeté, regardant le chef de la mafia travailler. Niccolo avait transformé la salle à manger en salle de guerre. Il s'était douché, habillé d'un pantalon sombre et d'un t-shirt Henley noir qui se tendait sur ses larges épaules, ignorant complètement les pointes de suture frais sur son bras. Il passa des heures sur des téléphones prépayés, parlant en italien rapide et feutré, mobilisant une petite armée à travers les 5 arrondissements. À 7 heures du matin, l'ascenseur privé sonna. Dante sortit, portant 2 lourds sacs de sport en toile et une boîte en carton plate qui sentait divinement bon l'ail rôti et l'expresso frais. « Situation », exigea Niccolo, sans lever les yeux du registre florentin qu'il avait étalé sur la table de la salle à manger sous une lampe à haute intensité. Dante posa la nourriture, son visage un masque de professionnalisme sombre. « Le nettoyage d'Oyster Bay est géré. Le chef de la police locale du comté de Nassau a accepté le don au Fonds des veuves. Le rapport officiel citera une explosion de conduite de gaz dans l'aile Est. Quant à Brooklyn, il hésita, jetant un coup d'œil à Emerson. Emerson se leva instantanément, la couverture en cachemire tombant au sol. « Ma mère, l'avez-vous trouvée? »« La maison à Bensonhurst était vide, mademoiselle Moretti, » dit lourdement Dante. Les genoux d'Emerson fléchirent. Niccolo traversa la pièce en une seconde, la rattrapant par le coude et l'asseyant sur une chaise de salle à manger. « Y a-t-il eu une lutte, Dante? » demanda-t-il, sa voix d'un calme mortel. « Non, patron, » répondit Dante. « Aucun signe d'effraction. Poste de sang. Les placards étaient à moitié vides. On aurait dit qu'elle avait fait un sac et était partie. Mais... » Dante sortit un petit sac de preuves en plastique scellé de sa poche et le posa sur la table. Mes hommes ont trouvé ça épinglé à l'intérieur de la porte d'entrée. C'était destiné à être vu par quiconque viendrait chercher. Emerson se pencha en avant. À l'intérieur du sac se trouvait une simple photo Polaroid délavée d'une jeune Emerson et de sa mère devant la cathédrale de Palerme. Écrit d'en bas à l'encre noire et nette se trouvait une séquence de chiffres. 40,7128 degrés nord, 74,0060 degrés ouest. La Volpe. Niccolo fronça les sourcils, étudiant les coordonnées. Le sud de Manhattan, mais la Volpe, le renard. Emerson fixa l'écriture. L'élégante écriture cursive de sa mère, un souvenir longtemps enfoui sous des années de normalité à Brooklyn, fit soudainement une étincelle dans son esprit. « Ce n'est pas seulement un lieu, » dit Emerson, sa voix remplie d'une clarté soudaine et perçante. Elle tendit la main, traçant le plastique sur le mot. « Quand j'étais petite en Sicile, mon père avait des hommes qui venaient à la maison tard le soir. Ma mère m'enfermait dans ma chambre, mais pour me calmer, elle m'apprenait des jeux, des énigmes, des chiffres. » Les yeux de Niccolo se rétrécirent, déplaçant son regard de la photo à Emerson. « Quel genre de chiffres? »« Des anciens, des substitutions monoalphabétiques basées sur des dialectes familiaux, » dit Emerson, se levant et tirant le registre florentin vers elle. Elle regarda les colonnes de chiffres et de dates que Thomas Sterling avait enregistrées. « Ma mère ne faisait pas que le ménage, Niccolo. Si mon père était le stratège, ma mère était son archiviste. Elle s'occupait des livres, elle connaissait les codes. » Niccolo regarda le registre, puis de nouveau Emerson, une lente prise de conscience se dessinant sur son visage. « Êtes-vous en train de me dire que votre mère, Rosa, était celle qui a crypté les dossiers financiers du syndicat Moretti? »« Oui, » souffla Emerson, ses yeux parcourant les pages du registre de Sterling. « Et ce registre, Sterling n'a pas seulement noté ses pots de vin à votre grand-père.
Il a copié le style de cryptage des hommes avec qui il traitait pour cacher les vrais paiements. Il a utilisé le chiffre de ma mère. Elle attrapa un stylo et un bloc-notes sur la table. Pendant 10 minutes, la pièce fut d'un silence de mort, à l'exception du grattement furieux de son stylo. Nicolo et Dante regardèrent en silence, stupéfaits, l'experte en antiquité discrète démanteler systématiquement un code financier vieux de 20 ans qui avait déconcerté les experts comptables. Ici, dit finalement Emerson tapotant le papier, Sterling ne payait pas seulement votre grand-père pour qu'il ferme les yeux sur les quais. Luca Moretti prélevait une part des cargaisons avant même qu'elle n'atteigne le territoire de De Matteo. Luca volait la famille Greco, les Genovese et tout le monde. Et Sterling avait la preuve. Si ce registre est rendu public à la commission, Luca ne perdra pas seulement une guerre avec vous, Nicolo. Les autres familles l'écorcheront vif. Nicolo fixa les chiffres décodés, un sombre sourire prédateur se répandant lentement sur son visage. C'était le sourire d'un homme à qui l'on venait de donner l'épée pour exécuter son ennemi. Échec et mat. Il regarda Emerson, son admiration complètement sans filtre. « Vous êtes magnifique », murmura-t-il, s'approchant assez près pour qu'elle puisse sentir la chaleur qui émanait de lui. « Vous venez de me donner la ville. » Emerson ne recula pas cette fois. Elle soutint son regard, le menton levé avec défi. « Je ne l'ai pas faite pour vous. Je l'ai faite parce que la Volpe signifie que ma mère ne fuit pas Luca. Elle le chasse, et elle a laissé ses coordonnées pour nous dire où elle va. » Avant que Nicolo ne puisse répondre, le système de sécurité avancé du penthouse émit un hurlement aigu et strident. Les lourdes portes en acier de l'ascenseur privé enclenchèrent leur verrou magnétique avec un claquement sonore. Dante dégaina son arme instantanément, se plaçant devant les portes de l'ascenseur. « Violation de proximité dans le garage souterrain », rapporta Dante, vérifiant une tablette sur le mur. « 3 vieux noirs viennent de contourner le portail de sécurité d'Aegis Holdings, lourdement armés. Ils ont contourné la boucle de la caméra. » L'expression de Nicolo se durcit comme du granit. Il sortit sa propre arme, se plaçant doucement devant Emerson, la protégeant de son corps. Il regarda Dante. « Personne ne connaît cette propriété à part mon cercle intime, » dit doucement Nicolo, la trahison pesant lourdement dans la pièce. « Nous avons un traître, Dante, et les traîtres viennent d'amener les loups à notre porte. » Les lourdes portes en acier renforcées de l'ascenseur privé tremblèrent sous l'impact d'une charge explosive localisée. L'onde de choc fit exploser les fenêtres du sol au plafond les plus proches, envoyant une cascade de verre trempé briser le long de la façade du gratte-ciel de Tribeca. L'air froid du matin s'engouffra dans le penthouse, dispersant le registre décrypté de Thomas Sterling sur la table à manger en acajou. Nicolo ne s'y a pas. Il tira Emerson derrière le monolithe de marbre massif de l'îlot de cuisine, son corps la pressant fermement contre la pierre fraîche. Il vérifia le chargeur de son Sig Sauer avec un clic métallique sec, sa respiration parfaitement contrôlée. Dante prit une position défensive derrière un épais pilier structurel en béton, pointant un Heckler & Koch MP5 vers la cage d'ascenseur en ruine. « Ils ont utilisé une charge de C4 profilée !» cria Dante par-dessus le vent hurlant. Seul quelqu'un ayant accès aux plans architecturaux d'Aegis Holdings saurait exactement où la placer, sans faire tomber la cabine d'ascenseur dans la cage. « Silvio !» dit Nicolo, sa voix un grognement vibrant et mortel. Emerson leva les yeux vers lui, son cœur martelant contre ses côtes comme un oiseau piégé. « Qui est Silvio ?»« Mon conciliaire, mon bras droit, » répondit Nicolo, ses yeux sombres fixés sur la fumée qui se dissipait. La trahison ne se lisait pas comme un choc sur son visage. Elle se lisait comme une pure colère terrifiante. Il a négocié la trêve initiale avec votre oncle Luca. Il semble qu'il ait décidé qu'une prise de contrôle hostile était plus rentable que la paix. À travers le brouillard de poussière de plâtre, 3 silhouettes entrèrent dans le hall détruit. 2 étaient des hommes de main costauds portant des fusils à pompe tactique. Le 3e homme, mon grand-père l'utilisait pour cacher les siens. « Si vous savez qu'il est là, alors prenez-le et partez », dit Emerson, souhaitant qu'il s'en aille. « Je le ferai », répondit Nicolo, glissant ses mains dans ses poches. « Mais le mécanisme est délicat. Il nécessite une pression appliquée sur des rosettes cachées spécifiques dans une séquence qui a été perdue. Le forcer avec un pied de biche déclenchera un réservoir interne d'acide
qui détruira le papier à l'intérieur. J'ai besoin de quelqu'un qui comprend l'artisanat du 17e siècle pour l'ouvrir sans détruire l'héritage de ma famille. Il la regarda avec insistance. Emerson secoua la tête, reculant d'un pas. Non, absolument pas. Je ne m'impliquerai pas dans vos affaires illicites, quelles qu'elles soient. Nicolo soupira, un son de profonde patience. Emerson, puis-je vous appeler Emerson? Votre badge est très utile. Vous êtes déjà impliqué. Vous avez insulté un chef de la mafia dans sa langue ancestrale. Dans mon monde, cela nécessite généralement une sanction sévère. Il fit un pas vers elle, sa voix baissant d'une octave. Mais je trouve votre manque d'instinct de survie fascinant. Alors, voici l'accord. Vous allez emballer ce bureau. Mes hommes le transporteront à mon domaine. Vous viendrez avec nous, ouvrirez le compartiment, me remettrez le registre et je paierai à Kensington & Hayes le triple de vos honoraires d'expertise habituels, plus un bonus très généreux et non traçable directement pour vous. Et si je refuse? Alors je prends le bureau quand même, dit Nicolo, ses yeux se durcissant comme du silex. Et je vous laisse ici avec une carrière ruinée, une antiquité de plusieurs millions de dollars disparus sous votre responsabilité, et la paranoïa persistante que mon ombre vous suivra pour le reste de votre vie. Avons-nous un accord? Ce n'était pas une question. C'était un piège d'acier qui se refermait. Emerson regarda le bureau ancien, puis l'homme impitoyable qui bloquait la sortie. Elle s'était battue toute sa vie pour se construire une existence respectable et sûre. Maintenant, avec une seule malédiction marmonnée, elle avait invité le diable directement dans son sanctuaire. « J'aurais besoin de mes outils spécialisés », dit Emerson, sa voix totalement dépourvue d'émotion. Le sourire de Nicolo revint, vif et victorieux. « Dante vous escortera à votre bureau pour les chercher. N'essayez pas de fuir, Emerson. La ville est très petite quand je cherche quelqu'un. » 2 heures plus tard, Emerson se retrouva assise à l'arrière d'une Maybach blindée, regardant par les vitres teintées le panorama de Manhattan s'estomper au loin. Dante, l'homme très musclé du bureau, était assis sur le siège passager avant, silencieux comme une tombe. À côté d'Emerson était assis Nicolo. Il lisait un exemplaire relié en cuir de l'enfer de Dante Alighieri en italien original, l'air beaucoup trop à l'aise. « Vous lisez de la poésie », remarqua Emerson, incapable d'empêcher les mots de sortir. L'absurdité de la situation mettait ses nerfs à rude épreuve. Nicolo ne leva pas les yeux de la page. Pour comprendre les profondeurs de l'enfer, il faut lire les plans d'architecture. Emerson déglutit difficilement, tournant son regard vers la fenêtre. La voiture traversa le pont de Queensborough en direction de la richesse tentaculaire et de l'obscurité isolée de Long Island. Le domaine des Matteo à Oyster Bay était une forteresse déguisée en un manoir tentaculaire des années 1920, digne de Gatsby. Des grilles en fer forgé s'ouvrirent pour révéler des pelouses manucurées, d'anciens sols pleureurs et une immense maison en pierre surplombant les eaux grisaciées du Long Island Sound. Mais Emerson ne manqua pas les caméras de sécurité cachées dans la maçonnerie, ni les hommes en costume sombre qui patrouillaient le périmètre avec la démarche raide caractéristique des hommes portant des armes dissimulées. Elle fut escortée dans une immense bibliothèque qui éclipsait le bureau de Thomas Sterling. Les murs étaient tapissés de premières éditions. L'air sentait le cuir riche et le sel marin, et au centre de la pièce, déjà installé sur de lourds tréteaux rembourrés, se trouvait le bureau florentin. « Commencez !» ordonna Nicolo, déboutonnant sa veste de costume et se versant un verre de liquide ambré d'une carafe en cristal. Il lui en offrit un, mais elle l'ignora, ouvrant sa trousse à outils en cuir. Pendant les 3 heures qui suivirent, Emerson se perdit dans son travail. C'était son mécanisme de défense. Sous le regard intense et constant du chef de la mafia, elle utilisa des loupes, des sondes délicates en argent et sa vaste connaissance de l'ébénisterie de la Renaissance pour tracer les joints cachés du bureau. « Vous avez une main très sûre », observa Nicolo depuis un fauteuil en cuir. Il avait enlevé sa veste et sa cravate, sa chemise blanche déboutonnée au col, révélant le léger contour d'un tatouage sombre sur sa clavicule. « La plupart des gens tremblent quand je suis dans la pièce. Je me concentre sur le grain du bois d'olivier, » répondit sèchement Emerson, sans lever les yeux. « Je le trouve beaucoup plus intéressant que vous. » Nicolo laissa échapper un rire sincère. C'était un son riche et chaleureux qui la surprit. « Attention, Emerson, vous pourriez blesser mon ego fragile. »« Je doute que quoi que ce soit chez vous soit fragile. »
marmonna-t-elle, pressant un pied à coulisse spécialisé dans une minuscule rosette sculptée dans la garniture. Elle entendit un clic satisfaisant. « J'ai le premier. » Nicolo se leva et s'approcha, se penchant près d'elle. La chaleur qui émanait de lui était palpable. « Combien d'autres? »« 3, mais ils doivent être enfoncés simultanément tout en faisant glisser le panneau central, » expliqua Emerson, extrêmement conscient de sa proximité. « J'ai besoin d'une autre paire de mains. » Nicolo n'hésita pas. « Montrez-moi. » Emerson hésita. Travailler à ses côtés nécessitait une coordination physique. Placez votre pouce gauche sur l'œil du lion sculpté ici. Votre index droit sur la grappe de raisin sur le panneau de droite. Nicolo tendit la main. Ses mains étaient grandes, cailleuses, mais incroyablement précises. Alors qu'il plaçait ses doigts là où elle l'avait indiqué, son avant-bras frôla le sien. Une décharge d'électricité, vive et non sollicitée, parcourut le bras d'Emerson. Elle inspira brusquement, levant les yeux. Nicolo la regardait déjà. L'air entre eux devint soudainement épais, privé d'oxygène. Le prédateur froid avait disparu, remplacé par un homme regardant une femme avec une curiosité intense et brûlante. « À mon signal », murmura Emerson, forçant ses yeux à revenir sur le bureau. « 1, 2, 3, appuyez !» Ils appuyèrent à l'unisson. Emerson enfonça sa sonde dans le dernier joint et tira. Avec un bruit lourd et grinçant de bois ancien et de laiton, le double fond du bureau glissa vers l'arrière, révélant une cavité sombre doublée de velours. À l'intérieur reposait un petit registre en cuir noir. Nicolo laissa échapper un souffle, plongeant la main et sortant le livre. Il l'ouvrit, ses yeux balayant l'encre fanée. Emerson observa la transformation. La tension quitta ses épaules, remplacée par une satisfaction sombre et vengeresse. « Les routes maritimes de Pendleton », murmura Nicolo, plus pour lui-même que pour elle. « Sterling a vraiment vendu mon grand-père aux fédéraux en 93. Tout est là. Les postes de vin, les dates exactes. » Il ferma le registre, regardant Emerson. « Vous n'avez aucune idée de ce que vous venez de me donner. Je vous ai donné exactement ce que j'ai été forcé de vous donner, » dit Emerson en reculant, désireuse de mettre de la distance entre eux. « J'ai rempli ma part du contrat. Je veux rentrer chez moi. » Nicolo la regarda, son expression indéchiffrable. Il ouvrit la bouche pour parler, mais les mots furent noyés par le son assourdissant et explosif de verre brisé. L'immense baie vitrée de la bibliothèque explosa vers l'intérieur en une pluie d'éclats mortels et scintillants. « À terre !» rugit Nicolo. Avant qu'Emerson ne puisse comprendre le son des coups de feu qui résonnaient à travers la pelouse, Nicolo se jeta sur elle. Il la percuta à la taille, la plaquant sur l'épais tapis persane, juste au moment où une deuxième rafale de balles déchiquetait le bois, là où elle se tenait une seconde auparavant. Ils heurtèrent le sol durement. Emerson le souffle coupé. Nicolo la couvrit complètement de son corps, la protégeant de la chute du verre et du bois qui éclataient. Le bruit sourd des balles frappant les anciens murs de pierre du manoir vibrait à travers le plancher. « Reste parfaitement immobile », ordonna Nicolo, sa voix d'un calme mortel juste contre son oreille. Il sortit d'un lourd Sig Sauer noir mat d'un étui dans le bas de son dos en un mouvement fluide et terriblement pratiqué. « Que se passe-t-il » s'étrangla Emerson, la terreur finissant par percer sa façade composée. « Un désaccord sur le territoire » grinça Nicolo, ses yeux fixés sur la fenêtre brisée, son corps un bouclier rigide au-dessus d'elle. Il semble que Luca Moretti et les Calabrais aient décidé de rompre la trêve. Emerson gisait piégé sous lui, l'odeur de la poudre à canon et de son parfum de cèdre submergeant ses sens. Son cœur battait la chamade contre sa poitrine, leur respiration synchronisée dans le chaos terrifiant. Elle avait voulu éviter son monde, mais alors que des cris éclataient dans le couloir et que la prise de Nicolo se resserrait protectricement autour de sa taille, Emerson réalisa avec une certitude absolue et horrifiante qu'elle était déjà complètement entraînée. La guerre qui a commencé dans la bibliothèque et Wind Oyster Bay a testé toutes les limites entre Emerson et Nicolo. Des rues ensanglantées de Brooklyn aux salles de conseil opulentes de Manhattan, Emerson a prouvé qu'elle n'était pas une experte fragile, mais une reine redoutable capable de naviguer dans les eaux dangereuses du syndicat de Matteo. Nicolo, le roi impitoyable, a appris que le vrai pouvoir ne résidait pas dans la peur, mais dans la loyauté inébranlable d'une femme qui égalait son feu. Ensemble, ils ont démantelé la menace calabraise,
leur partenariat forgé dans la survie et solidifié dans une passion indéniable et dévorante. À la fin, le registre fut brûlé, le passé mis au repos, et Emerson se tenait aux côtés de Niccolo, non plus comme une captive, mais comme la matriarche incontestée de la famille. Elle n'a jamais cessé de l'insulter en sicilien, et il n'a jamais cessé de sourire quand elle le faisait. Le monde se dissolvait en une symphonie chaotique de violence. La bibliothèque, il y a quelques instants, un sanctuaire d'histoire silencieuse, était maintenant une zone de combat. Le bois ancien éclatait en éclats mortels. Les premières éditions reliées en cuir étaient déchiquetées par des balles de gros calibre, leurs pages flottant dans l'air comme de la neige tachée de poussière de plâtre. Emerson ferma les yeux, ses mains se levant instinctivement pour couvrir sa tête, mais le corps lourd et solide de Niccolo était déjà là, une barrière impénétrable entre elle et l'assaut. Il sentait l'adrénaline maintenant, l'odeur âcre et métallique se mélangeant à son parfum coûteux. « Garde la tête baissée », aboya Niccolo, sa voix perçant le rugissement assourdissant des tirs automatiques. Il déplaça son poids, son bras droit s'étendant. Emerson ouvrit juste assez les yeux pour voir l'expression terriblement calme sur son visage alors qu'il tirait à l'aveugle 3 coups de feu précis et assourdissants vers la fenêtre brisée. Un bruit sourd provenant de la pelouse à l'extérieur signala une cible touchée. Le feu entrant s'arrêta une fraction de seconde. Soudain, les lourdes portes en chêne de la bibliothèque furent défoncées. Dante fit irruption dans la pièce, flanqué de 2 autres hommes en équipement tactique portant des mitraillettes noires et mates. « Patron, tir de suppression. Bougez !» rugit Dante, plongeant derrière un canapé Chesterfield renversé et déclenchant un barrage incessant de balles vers la fenêtre percée. Niccolo n'hésita pas. Il attrapa Emerson par le col de sa blouse en soie et la ceinture de sa jupe, la soulevant pratiquement du tapis personne. « Debout! Cours! » Maintenant, les jambes d'Emerson semblaient n'être en plomb, mais une terreur pure et sans mélange la propulsa en avant. Elle se précipita vers les lourdes portes en acajou, glissant légèrement sur une plaque de bois dure et lisse. Niccolo attrapa son bras, sa prise meurtrie mais sûre, la traînant hors de la bibliothèque et dans le hall de marbre caverneux. Les alarmes retentissaient dans tout le domaine d'Oyster Bay, un hurlement strident et rythmé qui mettait les dents d'Emerson à vif. Le personnel de sécurité passait en courant, leur visage sombre et concentré. « Le registre !» haleta Emerson, réalisant soudain que ses mains étaient vides. « Vous avez laissé le... »« Je l'ai !» l'interrompit doucement Niccolo, tapotant la poche de poitrine de sa veste Brioni en ruine. Même au milieu d'un siège, il possédait un détachement d'un calme exaspérant. Il la tira dans un couloir secondaire faiblement éclairé, qui sentait légèrement la pierre humide et le vin. Continuez à bouger. Ils ont franchi le portail extérieur, mais ils ne dépasseront pas le hall d'entrée. « Qui sont-ils » demanda Emerson, luttant pour suivre ces longues et rapides foulées. Ses talons raisonnables rendaient la chose impossible. Sans demander la permission, elle s'arrêta, les enleva et continua de courir pieds nus sur le marbre froid. Niccolo jeta un coup d'œil à ses chaussures abandonnées, une lueur de quelque chose qui ressemblait à du respect traversant ses yeux sombres. Des Calabrais, une faction rivale opérant depuis le Bronx et certaines parties du Queens. Nous avions une trêve. Et ils l'ont rompu pour un bureau ?» demanda-t-elle incrédule. « Ils l'ont rompu pour ce que le bureau représente », corrigea Niccolo, s'arrêtant brusquement devant une lourde porte en fer au bout du couloir. Il tapa un code à 6 chiffres sur un clavier numérique. Le pouvoir, l'influence. L'homme qui les dirige est un parasite nommé Luca Moretti. Emerson se figea. Le sang quitta complètement son visage, la laissant étourdie et nauséeuse. « Qu'est-ce que vous venez de dire ?» Niccolo poussa la lourde porte en fer, révélant une cage d'escalier en béton menant dans l'obscurité. Il se retourna pour la regarder, son front se plissant devant sa pâleur soudaine. « Luca Moretti. Pourquoi ?»« Mon nom de famille, » murmura Emerson, sa voix tremblante. « Je m'appelle Emerson Moretti. » Les yeux de Niccolo s'assombrirent, les iris d'obsidienne se contractant. L'air entre eux devint électrique, chargé d'une suspicion soudaine et suffocante. Il fit un pas lent en arrière vers elle, le canon de son Sig Sauer s'abaissant légèrement, mais tout son corps se raidissant. « Est-ce une coïncidence, Emerson ?» demanda-t-il doucement. C'était le même ton dangereux et rocailleux qu'il avait utilisé dans la maison de Thomas Sterling,
celui qui promettait une ruine absolue. Oui, bien sûr que c'en est une, balbutia-t-elle, reculant jusqu'à ce que ses épaules heurtent le mur de pierre froide. Moretti est un nom courant en Sicile. Ma mère et moi avons quitté Palerme quand j'avais 12 ans. Mon père était pêcheur. Il est mort d'une insuffisance hépatique. Niccolò la fixa, disséquant sa panique, cherchant le mensonge. Il entra dans son espace personnel, sa carrure imposante la piégeant contre le mur. Il tendit la main, son pouce calleux lui relevant brutalement le menton pour la forcer à le regarder dans les yeux. Luca Moretti avait un frère à Palerme, dit Niccolò, sa voix un murmure bas et mortel. Un frère qui s'est noyé dans l'alcool jusqu'à une mort précoce, laissant derrière lui une femme et une fille à la langue bien pendue qui ont disparu en Amérique. Le souffle d'Emerson se bloqua. Non, non, c'est impossible. Ma mère, elle faisait le ménage à Brooklyn. Nous n'avions rien à voir avec ce monde. Votre mère vous a caché, corrigea Niccolò, son pouce quittant son menton, bien que son regard reste fixé sur le sien. Et d'une manière ou d'une autre, par un acte de destin spectaculaire et tordu, vous vous êtes retrouvé dans ma bibliothèque, tenant le seul levier qui pourrait démanteler ma famille, juste au moment où votre oncle lance un assaut sur ma maison. Avant qu'Emerson ne puisse traiter la révélation horrifiante de sa propre lignée, la voix de Dante résonna dans le couloir. « Niccolò, ils ont percé l'aile est. Nous devons descendre sous terre maintenant. » Niccolò ne rompit pas le contact visuel avec Emerson. « Nous finirons cette conversation. Si je découvre que vous vous jouez de moi, Emerson, un héritage commun ne vous sauvera pas. » Il attrapa son poignet et la tira dans la cage d'escalier sombre, les plongeant tous les deux dans le ventre souterrain du domaine. Le tunnel souterrain sentait la terre et les gaz d'échappement, menant finalement à un garage renforcé où attendait une flotte de VUS noirs blindés. Le trajet vers Manhattan fut un enchaînement de manœuvres à grande vitesse et de silence tendu et suffocant. Emerson était assise à l'arrière du Lincoln Navigator, ses pieds nus repliés sous elle, fixant d'un air absent la cloison de séparation sombre qui les séparait du chauffeur. Son esprit était en ébullition. Luca Moretti, un chef de la mafia, son oncle. La mère qui l'avait élevé avec des règles strictes et un travail acharné fuyait d'un cauchemar dont Emerson ignorait même l'existence. À côté d'elle, Niccolò était silencieux. Il avait enlevé sa veste de costume en ruine et retroussait la manche de sa chemise blanche. Les yeux d'Emerson se portèrent sur le mouvement et s'écarquillèrent. Une épaisse tache de sang sombre se propageait rapidement sur le coton blanc de son biceps gauche. « Vous êtes blessé, » dit Emerson, le choc l'emportant temporairement sur sa peur de lui. Niccolò jeta un coup d'œil à son bras avec une légère contrariété, comme si la blessure par balle était une tasse de café renversée. Éraflure, verre volant ou un ricochet. L'artère n'est pas touchée. Vous avez besoin d'un hôpital. J'ai besoin d'un verre, rétorqua-t-il sèchement. Les hôpitaux posent des questions. Les questions mènent à des rapports de police, qui mènent mes ennemis à savoir exactement où je suis. Le VUS entra dans un parking souterrain sous un gratte-ciel élégant et moderne de Tribeca. Ils prirent un ascenseur privé qui s'ouvrit directement sur un penthouse tentaculaire et minimaliste. Les fenêtres du sol au plafond offraient une vue panoramique et scintillante sur la rivière Hudson et la ligne d'horizon de la ville. C'était beau, stérile et entièrement intraçable. Une propriété fantôme appartenant à l'une des innombrables sociétés écrans de la famille Diamond, Aegis Holdings. « Asseyez-vous », ordonna Niccolò, désignant un grand canapé sectionnel en cuir blanc. Emerson resta debout, les bras croisés de manière défensive. « Je veux appeler ma mère. Le téléphone de votre mère est probablement sur écoute maintenant, » dit Niccolò, se dirigeant vers un bar élégant et se versant 2 doigts de Macallan 25. Il le but d'une seule traite, grimaçant légèrement lorsque son bras blessé bougea. « Si Luca sait que vous étiez à la maison de ville, il sait qui vous êtes. Il sait que vous êtes avec moi. »« Pourquoi s'en soucierait-il » s'écria Emerson, la frustration faisant enfin craquer son sang-froid. « Je ne le connais pas. Il ne me connaît pas. » Niccolò s'approcha d'elle, sa présence imposante rendant immédiatement le penthouse massif claustrophobe. Parce que, Emerson, dans notre monde, le sang est une monnaie. S'il vous a, il a un moyen de pression sur moi, considérant que vous êtes actuellement la seule personne en dehors de mon cercle intime qui sait ce qu'il y a dans ce registre. Il tapota sa poche. Ou pire, il pense que vous travaillez déjà pour lui. Et quand il découvrira que ce n'est pas le cas,
vous deviendrez un handicap pour son opération. Emerson s'affaissa sur le bord du canapé en cuir, enfouissant son visage dans ses mains. La vie impeccable et structurée qu'elle avait minutieusement construite, ses diplômes, son poste chez Kensington & Hayes, son appartement tranquille à Park Slope, tout avait disparu, réduit en cendres en l'espace d'un après-midi. Elle entendit le bruit de l'eau qui coule, suivi d'un lourd soupir. Elle leva les yeux. Niccolo avait enlevé sa chemise et se tenait près de l'îlot de cuisine, une trousse de premiers secours ouverte devant lui. Son torse était un paysage de muscles durs et secs, marqué par plusieurs vieilles cicatrices estompées qui racontaient une histoire violente. La blessure sur son biceps était déchiquetée et saignait lentement. Il luttait pour la nettoyer d'une seule main avec un morceau de gaz. Emerson le regarda un instant. C'était le diable. C'était la raison pour laquelle elle était dans ce pétrin. Mais alors qu'il sifflait de douleur, incapable d'atteindre l'arrière de la lacération, son besoin inné et agaçant de réparer les choses prit le dessus. Elle se leva, marchant silencieusement dans la cuisine. « Arrêtez, vous ne faites qu'enfoncer la saleté dans la plaie. » Niccolo se figea, la regardant par-dessus son épaule. « Je m'en occupe. »« Non, vous ne vous en occupez pas, » dit Emerson, son ton professionnel et autoritaire revenant. Elle s'avança à côté de lui, se lavant soigneusement les mains à l'évier avant de prendre la gaz imbibée d'iode de sa main. « Asseyez-vous sur le tabouret. » Pendant une seconde, elle pensa qu'il pourrait refuser. Sa mâchoire se serra, ses yeux sombres étudiant son visage à la recherche de tout signe de tromperie. Puis, lentement, il s'assit sur le tabouret de bar chromé, se plaçant à hauteur de sa poitrine. Emerson se plaça entre ses genoux écartés pour avoir un meilleur angle sur son bras. La proximité était écrasante. La chaleur qui émanait de sa peau nue, l'odeur de poudre à canon et de musc riche, le battement lourd et régulier de son cœur. Elle força ses mains à rester parfaitement stables pendant qu'elle nettoyait la plaie enflammée. « Vous ne tremblez plus, » nota Niccolo, sa voix un grondement bas qui vibrait à travers elle. Il observait attentivement son visage, ignorant complètement la piqûre de l'iode. « Je préfère m'occuper des problèmes que je peux réellement voir et réparer, » répondit Emerson, tamponnant soigneusement la plaie. « Bois éclaté, toile déchirée, chef de la mafia qui saigne. » Un lent sourire malicieux se répandit sur le visage de Niccolo. C'était le même sourire prédateur qu'il lui avait adressé dans la bibliothèque juste avant de la coincer. « Vous avez une langue bien acérée, Emerson Moretti. Elle va vous attirer des ennuis. »« C'est déjà fait, » marmonna-t-elle, appliquant une épaisse compresse de gaze et la fixant avec une précision chirurgicale. Elle recula, rompant immédiatement le contact physique. « C'est propre. Il faut des pointes de suture, mais ça tiendra jusqu'à ce que vous puissiez voir un de vos médecins clandestins. » Niccolo se leva, la dominant soudainement à nouveau. L'amusement enjoué disparut, remplacé par la froideur calculatrice d'un conciliaire en temps de guerre. « Merci. Maintenant, il est temps que vous me disiez exactement tout ce que votre mère vous a jamais dit sur votre père. Parce qu'en ce moment, la seule chose qui vous maintient en vie dans cette pièce est ma conviction que vous êtes une spectatrice innocente. » Emerson déglutit difficilement, levant les yeux vers des yeux qui ne contenaient absolument aucune pitié. Le penthouse luxueux ressemblait moins à un sanctuaire qu'à une cage magnifiquement dorée. « Mon père, » commença Emerson, sa voix à peine un murmure dans la vaste pièce silencieuse, était un fantôme, et il semble qu'il m'ait laissé hériter de ses démons. Le silence dans le penthouse de Tribeca était absolu, rompu seulement par le bourdonnement lointain et assourdi du trafic de Manhattan bien en dessous. Emerson était assise rigidement sur le canapé en cuir blanc, ses mains si serrées que ses jointures étaient translucides. L'adrénaline de la fusillade d'Oyster Bay se retirait enfin, laissant derrière elle une terreur froide et creuse. Niccolo se tenait près des fenêtres du sol au plafond, les lumières de la ville se reflétant derrière lui. Le pansement sur son bras était d'un blanc éclatant, contrastant avec sa peau olive. Il n'avait pas parlé depuis qu'elle avait mentionné son père. Il traitait l'information avec la vitesse glaçante et calculatrice d'un homme qui survit en ayant toujours 3 coups d'avance. « Il s'appelait Salvatore », dit Emerson, sa voix brisant enfin le silence. Elle semblait petite dans la pièce caverneuse. « Salvatore Moretti. C'était un pêcheur à Palerme. Il buvait trop. Il est mort d'une insuffisance hépatique dans un hôpital de Bensonhurst quand j'avais 14 ans. »
Ma mère, Rosa, l'a enterré dans une concession bon marché dans le Queens. C'est la somme totale de l'homme qui m'a élevé. Nicolo se retourna lentement. Il prit son verre en cristal Baccarat sur l'îlot de la cuisine, buvant une gorgée délibérée du Macallan avant de se diriger vers elle. Il ne s'assit pas. Il se tint au-dessus d'elle, ses yeux sombres, totalement dépourvus de la chaleur qu'elle avait brièvement vue pendant qu'elle pansait son bras. Salvatore, le fantôme Moretti, dit Nicolo doucement. Le nom sonnait comme une condamnation à mort sur sa langue. Il n'est pas mort d'une insuffisance hépatique, Emerson, et il n'était certainement pas pécheur. Emerson leva les yeux, son cœur donnant un coup douloureux. J'ai vu son dossier médical. Vous avez vu ce que votre mère voulait que vous voyiez, corrigea Nicolo, sa voix totalement dépourvue de pitié. Votre père était le sous-chef du syndicat Moretti. C'était le discret, le stratège. Son frère, votre oncle Luca, était le muscle. En 2010, la commission, l'organe directeur des 5 familles, a ordonné une restructuration des territoires de Brooklyn. Salvatore s'y est opposé. Luca, non. Nicolo posa son verre sur la table basse en verre avec un cliquetis sec. Il se pencha, posant ses mains sur les accoudoirs du canapé, piégeant Emerson dans son ombre. Son odeur, un mélange de danger, de scotch, chair et de masculinité brute, était enivrante et terrifiante. Votre père n'était pas malade, Emerson, murmura Nicolo, son visage à quelques centimètres du sien. Il a été empoisonné. Un dérivé de thallium à action lente glissé dans son expresso pendant 1 mois par un lieutenant de confiance. Un lieutenant qui répondait directement à Luca. Emerson cessa de respirer. Le penthouse immaculé tourna violemment. Le récit de toute sa vie, la mère immigrée en difficulté, le père tragique et imparfait, se désintégrait en cendres. Luca a tué son propre frère. Le pouvoir ne tolère pas les frères et sœurs, déclara platement Nicolo. Quand Salvatore est mort, votre mère a su qu'elle était la suivante, et vous avec elle. Elle a fui. Elle a changé vos numéros de sécurité sociale, s'est enterrée dans le travail domestique dans un quartier contrôlé par la mafia russe, où les Italiens s'aventuraient rarement, et a effacé votre histoire. Pourquoi me dites-vous ce que là? Murmura Emerson, une larme s'échappant enfin et traçant un chemin brûlant sur sa joue. Elle l'essuya avec colère. Elle ne pleurait pas devant lui. L'expression de Nicolo s'adoucit, juste une fraction. Il tendit la main, son pouce attrapant une deuxième larme qu'elle avait manquée. Son contact était étonnamment doux pour un homme capable d'une telle violence. Parce que vous devez comprendre le jeu auquel vous jouez, Emerson. Vous n'êtes plus un pion dans cette guerre. Pour les traditionalistes de la famille Moretti, la vieille Lega qui méprisait le règne brutal et négligé de Luca, vous êtes l'héritière légitime de Salvatore. Vous êtes la reine. Emerson laissa échapper un rire amer et sans humour, repoussant sa main. Je suis une experte en antiquité. J'authentifie de la marqueterie du XVIIe siècle. Je ne dirige pas une famille mafieuse. Vous n'avez pas à le faire, dit Nicolo, son regard tombant sur ses lèvres avant de revenir à ses yeux, sombres et intenses. Mais Luca sait que tant que vous respirez, sa prétention au trône est contestée. L'attaque de mon domaine aujourd'hui, il ne venait pas seulement pour le registre. Il venait pour vous. Il a dû apprendre que Kensington et Hayes vous avaient envoyé. Il a parfaitement synchronisé l'attaque. La panique, froide et aiguë, saisit la poitrine d'Emerson. Ma mère, si Luca sait qui je suis, il sait où elle est. Elle se leva d'un bond, heurtant presque la poitrine solide de Nicolo. Je dois l'appeler. Je dois la faire sortir de Brooklyn. Nicolo la saisit par les épaules, sa prise ferme. Mes hommes sont déjà en route pour Bensonhurst. Dante a envoyé une équipe dès que nous avons traversé le pont de Queensborough. Si elle est là, ils la sécuriseront. Je ne fais pas confiance à vos hommes, cria Emerson, se débattant contre sa prise. Le tempérament sicilien qu'elle gardait si soigneusement enfoui éclata. Je ne vous fais pas confiance, vous m'avez entraîné là-dedans. Nicolo ne broncha pas. Il absorba sa colère, ses mains glissant le long de ses bras pour saisir ses poignets, la tirant contre sa poitrine nue. Le contact physique soudain et intense la fit cesser de se battre. Elle leva les yeux, son souffle se bloquant devant la faim brute et non dissimulée dans ses yeux. « Je vous ai entraîné dans la bibliothèque, Emerson, » dit Nicolo, sa voix tombant à un murmure rocailleux qui lui envoya des frissons dans le dos. « Le destin vous a entraîné dans ma vie, et en ce moment,
Je suis la seule chose qui se dresse entre vous et un homme qui a assassiné son propre frère. Vous me ferez confiance parce que vous n'avez absolument aucun autre choix. Pendant un long moment, ils restèrent figés l'un contre l'autre au centre de la pièce. Emerson pouvait sentir le battement lourd et erratique de son cœur contre ses paumes. Elle le détestait d'avoir raison. Elle détestait le monde sombre et dangereux qu'il représentait. Mais par-dessus tout, elle détestait que lorsqu'il la regardait, comme si elle était la seule chose qui comptait, elle ne voulait pas qu'il la lâche. Le jour se leva sur Manhattan dans une lueur gris pâle, illuminant la perfection stérile du penthouse de Tribeca. Emerson n'avait pas dormi. Elle avait passé la nuit recroquevillée dans un fauteuil, enveloppée dans un plaid en cachemire Loro Piana que Niccolo lui avait jeté, regardant le chef de la mafia travailler. Niccolo avait transformé la salle à manger en salle de guerre. Il s'était douché, habillé d'un pantalon sombre et d'un t-shirt Henley noir qui se tendait sur ses larges épaules, ignorant complètement les pointes de suture frais sur son bras. Il passa des heures sur des téléphones prépayés, parlant en italien rapide et feutré, mobilisant une petite armée à travers les 5 arrondissements. À 7 heures du matin, l'ascenseur privé sonna. Dante sortit, portant 2 lourds sacs de sport en toile et une boîte en carton plate qui sentait divinement bon l'ail rôti et l'expresso frais. « Situation », exigea Niccolo, sans lever les yeux du registre florentin qu'il avait étalé sur la table de la salle à manger sous une lampe à haute intensité. Dante posa la nourriture, son visage un masque de professionnalisme sombre. « Le nettoyage d'Oyster Bay est géré. Le chef de la police locale du comté de Nassau a accepté le don au Fonds des veuves. Le rapport officiel citera une explosion de conduite de gaz dans l'aile Est. Quant à Brooklyn, il hésita, jetant un coup d'œil à Emerson. Emerson se leva instantanément, la couverture en cachemire tombant au sol. « Ma mère, l'avez-vous trouvée? »« La maison à Bensonhurst était vide, mademoiselle Moretti, » dit lourdement Dante. Les genoux d'Emerson fléchirent. Niccolo traversa la pièce en une seconde, la rattrapant par le coude et l'asseyant sur une chaise de salle à manger. « Y a-t-il eu une lutte, Dante? » demanda-t-il, sa voix d'un calme mortel. « Non, patron, » répondit Dante. « Aucun signe d'effraction. Poste de sang. Les placards étaient à moitié vides. On aurait dit qu'elle avait fait un sac et était partie. Mais... » Dante sortit un petit sac de preuves en plastique scellé de sa poche et le posa sur la table. Mes hommes ont trouvé ça épinglé à l'intérieur de la porte d'entrée. C'était destiné à être vu par quiconque viendrait chercher. Emerson se pencha en avant. À l'intérieur du sac se trouvait une simple photo Polaroid délavée d'une jeune Emerson et de sa mère devant la cathédrale de Palerme. Écrit d'en bas à l'encre noire et nette se trouvait une séquence de chiffres. 40,7128 degrés nord, 74,0060 degrés ouest. La Volpe. Niccolo fronça les sourcils, étudiant les coordonnées. Le sud de Manhattan, mais la Volpe, le renard. Emerson fixa l'écriture. L'élégante écriture cursive de sa mère, un souvenir longtemps enfoui sous des années de normalité à Brooklyn, fit soudainement une étincelle dans son esprit. « Ce n'est pas seulement un lieu, » dit Emerson, sa voix remplie d'une clarté soudaine et perçante. Elle tendit la main, traçant le plastique sur le mot. « Quand j'étais petite en Sicile, mon père avait des hommes qui venaient à la maison tard le soir. Ma mère m'enfermait dans ma chambre, mais pour me calmer, elle m'apprenait des jeux, des énigmes, des chiffres. » Les yeux de Niccolo se rétrécirent, déplaçant son regard de la photo à Emerson. « Quel genre de chiffres? »« Des anciens, des substitutions mono-alphabétiques basées sur des dialectes familiaux, » dit Emerson, se levant et tirant le registre florentin vers elle. Elle regarda les colonnes de chiffres et de dates que Thomas Sterling avait enregistrées. « Ma mère ne faisait pas que le ménage, Niccolo. Si mon père était le stratège, ma mère était son archiviste. Elle s'occupait des livres, elle connaissait les codes. » Niccolo regarda le registre, puis de nouveau Emerson, une lente prise de conscience se dessinant sur son visage. « Êtes-vous en train de me dire que votre mère, Rosa, était celle qui a crypté les dossiers financiers du syndicat Moretti? »« Oui, » souffla Emerson, ses yeux parcourant les pages du registre de Sterling. « Et ce registre, Sterling n'a pas seulement noté ses pots de vin à votre grand-père. Il a copié le style de cryptage des hommes avec qui il traitait pour cacher les vrais paiements. Il a utilisé le chiffre de ma mère. »
Elle attrapa un stylo et un bloc-notes sur la table. Pendant 10 minutes, la pièce fut d'un silence de mort, à l'exception du grattement furieux de son stylo. Nicolo et Dante regardèrent en silence, stupéfaits, l'experte en antiquité discrète démanteler systématiquement un code financier vieux de 20 ans qui avait déconcerté les experts comptables. Ici, dit finalement Emerson tapotant le papier, Sterling ne payait pas seulement votre grand-père pour qu'il ferme les yeux sur les quais. Luca Moretti prélevait une part des cargaisons avant même qu'elle n'atteigne le territoire de De Matteo. Luca volait la famille Greco, les Genovese et tout le monde. Et Sterling avait la preuve. Si ce registre est rendu public à la commission, Luca ne perdra pas seulement une guerre avec vous, Nicolo. Les autres familles l'écorcheront vif. Nicolo fixa les chiffres décodés, un sombre sourire prédateur se répandant lentement sur son visage. C'était le sourire d'un homme à qui l'on venait de donner l'épée pour exécuter son ennemi. Échec et mat. Il regarda Emerson, son admiration complètement sans filtre. « Vous êtes magnifique », murmura-t-il, s'approchant assez près pour qu'elle puisse sentir la chaleur qui émanait de lui. « Vous venez de me donner la ville. » Emerson ne recula pas cette fois. Elle soutint son regard, le menton levé avec défi. « Je ne l'ai pas faite pour vous. Je l'ai faite parce que la Volpe signifie que ma mère ne fuit pas Luca. Elle le chasse. Et elle a laissé ses coordonnées pour nous dire où elle va. » Avant que Nicolo ne puisse répondre, le système de sécurité avancé du penthouse émit un hurlement aigu et strident. Les lourdes portes en acier de l'ascenseur privé enclenchèrent leur verrou magnétique avec un claquement sonore. Dante dégaina son arme instantanément, se plaçant devant les portes de l'ascenseur. « Violation de proximité dans le garage souterrain », rapporta Dante, vérifiant une tablette sur le mur. Trois vues noires viennent de contourner le portail de sécurité d'Aegis Holdings, lourdement armés. Ils ont contourné la boucle de la caméra. L'expression de Nicolo se durcit comme du granit. Il sortit sa propre arme, se plaçant doucement devant Emerson, la protégeant de son corps. Il regarda Dante. « Personne ne connaît cette propriété à part mon cercle intime, » dit doucement Nicolo, la trahison pesant lourdement dans la pièce. « Nous avons un traître, Dante, et les traîtres viennent d'amener les loups à notre porte. » Les lourdes portes en acier renforcées de l'ascenseur privé tremblèrent sous l'impact d'une charge explosive localisée. L'onde de choc fit exploser les fenêtres du sol au plafond les plus proches, envoyant une cascade de verre trempé briser le long de la façade du gratte-ciel de Tribeca. L'air froid du matin s'engouffra dans le penthouse, dispersant le registre décrypté de Thomas Sterling sur la table à manger en acajou. Nicolo ne s'y a pas. Il tira Emerson derrière le monolithe de marbre massif de l'îlot de cuisine, son corps la pressant fermement contre la pierre fraîche. Il vérifia le chargeur de son Sig Sauer avec un clic métallique sec, sa respiration parfaitement contrôlée. Dante prit une position défensive derrière un épais pilier structurel en béton, pointant un Heckler & Koch MP5 vers la cage d'ascenseur en ruine. « Ils ont utilisé une charge de C4 profilée !» cria Dante par-dessus le vent hurlant. Seul quelqu'un ayant accès aux plans architecturaux d'Aegis Holdings saurait exactement où la placer, sans faire tomber la cabine d'ascenseur dans la cage. « Silvio !» dit Nicolo, sa voix un grognement vibrant et mortel. Emerson leva les yeux vers lui, son cœur martelant contre ses côtes comme un oiseau piégé. « Qui est Silvio ?»« Mon conciliaire, mon bras droit, » répondit Nicolo, ses yeux sombres fixés sur la fumée qui se dissipait. La trahison ne se lisait pas comme un choc sur son visage. Elle se lisait comme une pure colère terrifiante. Il a négocié la trêve initiale avec votre oncle Luca. Il semble qu'il ait décidé qu'une prise de contrôle hostile était plus rentable que la paix. À travers le brouillard de poussière de plâtre, trois silhouettes entrèrent dans le hall détruit. Deux étaient des hommes de main costauds, portant des fusils à pompe tactique. Le troisième homme, impeccablement vêtu d'un costume Brioni sur mesure très semblable à celui de Nicolo, s'avança, époussetant nonchalamment les débris de son revers. « Nicolo !» appela Silvio, sa voix résonnant dans le vaste espace en ruine. « Ne rendons pas les choses compliquées. Les amortisseurs acoustiques du bâtiment ne feront que masquer les coups de feu pendant un certain temps, avant que la police de New York ne devienne curieuse. Sortez !» La prise de Nicolo sur le bras d'Emerson se resserra brièvement. Un ancrage silencieux et rassurant avant qu'il ne se lève, gardant l'îlot de cuisine entre lui et les assassins.
Il garda son arme pointée carrément sur la poitrine de Silvio. Silvio, dit Nicolo, son ton faussement conversationnel. J'ai toujours su que ton ambition l'emportait sur ta loyauté, mais je ne pensais pas que tu étais assez stupide pour t'allier à Luca Moretti. C'est un boucher. Il t'éventrera dès qu'il aura les portes de De Matteo. Silvio gloussa, un son sec et sans humour. Luca est un instrument brutal, oui, mais il m'a offert une répartition à 60-40 sur les voies maritimes du New Jersey. Tu me maintenais à 20, c'est purement économique, vieil ami. Donne-moi la fille et le registre. Tu peux partir, prendre ta retraite dans la villa en Toscane. Le souffle d'Emerson se coupa. Elle regarda Nicolo, terrifié qu'il puisse réellement considérer l'offre. Mais le chef de la mafia ne lui jeta même pas un regard. La fille est sous ma protection, déclara Nicolo, le gravier dans sa voix se durcissant en acier absolu. Et le registre vient de prouver que ton nouveau partenaire commercial vole des millions aux familles Genovese et Greco depuis 2 décennies. Quand je remettrai ce livre à la commission ce soir, Luca sera un homme mort et toi, Silvio, tu seras l'homme qui a soutenu un traître. Le sourire arrogant de Silvio vacilla une fraction de seconde. Tu bluffes. Le registre est crypté. Plus maintenant, intervint soudainement Emerson, sortant légèrement de derrière la large épaule de Nicolo. Son sang sicilien rugit dans ses oreilles, noyant sa peur. Il a utilisé une substitution monoalphabétique basée sur un dialecte de Palerme. Je l'ai cassé il y a 10 minutes. Nous avons chaque date, chaque numéro de compte et chaque dollar volé documenté. Silvio la dévisagea, ses yeux se plissant. Tu dois être la bâtarde de Salvatore. Tu as l'agaçante habitude de ton père de trop parler. Il leva la main, faisant signe à ses hommes de main. Tuez le patron. Gardez la fille en vie jusqu'à ce qu'on ait le livre. Dante, maintenant, ordonna Nicolo. Le chaos éclata. Dante ne tira pas sur les hommes. Il tira à bout portant sur le panneau de contrôle central de la domotique du penthouse sur le mur. La destruction de l'unité centrale déclencha instantanément le protocole de confinement lourd d'Aegis Holdings. Des sirènes assourdissantes retentirent. D'épais volets en titane par balle s'abattirent sur les fenêtres explosées, plongeant le penthouse dans une obscurité quasi totale, illuminée seulement par la lueur stroboscopique rouge des lumières de secours. Dans cette privation sensorielle soudaine, Nicolo se déplaça avec une vitesse terrifiante. Il ne tira pas à l'aveugle. Il se fia à la disposition qu'il connaissait intimement. Il attrapa la table d'Emerson, la tirant vers la porte dissimulée du garde-manger. Des tirs déchiquetèrent l'îlot de marbre où il se tenait quelques secondes auparavant, le son assourdissant dans la pièce scellée. Par ici, Nicolo poussa Emerson dans le couloir de service sombre et étroit derrière le garde-manger. Dante était juste derrière eux, ripostant pour maintenir les hommes de Silvio cloués dans le hall. Les escaliers, haleta Emerson, ses pieds nus se coupant sur de petits fragments de verre. Compromis, dit Nicolo, frappant un panneau caché dans le mur. Une lourde chute à déchets industriels, assez large pour une personne, s'ouvrit. On prend la voie express, saute. Emerson regarda l'abîme sombre. Vous devez être fou. Nicolo n'argumenta pas. Il enroula ses bras puissants autour d'elle, la tirant contre sa poitrine et se pencha en arrière. Ils plongèrent dans l'obscurité. Emerson cria, le son avalé par l'air qui s'engouffrait. La goulotte était glissante, inclinée juste assez pour ralentir leur descente, mais ils se déplaçaient toujours à une vitesse terrifiante. Nicolo la tenait fermement, agissant comme un bouclier humain contre les parois métalliques. Après une chute vertigineuse et terrifiante, ils atterrirent dans un bac à linge industriel lourdement rembourré au sous-sol avec un bruit sourd qui leur secoua les os. Dante atterrit une seconde plus tard, roulant gracieusement hors du bac. « Bougez !» grogna Nicolo, sortant et tirant Emerson avec lui. Son bras gauche saignait de nouveau abondamment, le pansement blanc imbibé de cramoisi. Silvio réalisera que nous avons pris la goulotte dans 30 secondes. Il nous faut un véhicule. Ils sprintèrent à travers le sous-sol caverneux et humide, émergeant dans une ruelle sentant les ordures en décomposition et la pluie. Dante démarra en trombe une camionnette de livraison garée près d'un quai de chargement. Alors qu'ils s'éloignaient à toute vitesse dans le labyrinthe du sud de Manhattan, Emerson regarda les coordonnées GPS écrites sur la photographie, toujours serrées dans sa main tremblante. « Foley Square », souffla Emerson en regardant Nicolo.
Les coordonnées pointent vers Foley Square, le quartier des tribunaux. Niccolo s'adossa à l'intérieur de la camionnette qui vibrait, sa poitrine se soulevant, un roi sombre et ensanglanté en exil. Votre mère ne se cache pas seulement, Emerson. Elle convoque un tribunal. Elle a convoqué la commission. La pluie se mit à tomber à l'averse alors que la camionnette volée s'arrêtait devant une lourde grille en fer forgé non marquée derrière un vieil édifice municipal près de Foley Square. C'était une zone saturée de forces de l'ordre, de juges, de procureurs, le quartier général de la police de New York à quelques pâtés de maisons. C'était le dernier endroit où l'on s'attendrait à ce que les chefs des 5 familles de la mafia de New York se réunissent. Les vieux tunnels de Tammany Hall, murmura Niccolo, ses yeux balayant la ruelle détrempée par la pluie. Mon grand-père parlait de cet endroit. Terrain neutre. Aucune arme autorisée à l'intérieur. Si du sang est versé ici, la famille fautive est anéantie par les 4 autres. Dante resta avec la camionnette pour sécuriser une voie de fuite. Niccolo et Emerson s'approchèrent de la lourde porte métallique. 2 hommes massifs en trench coat montaient de la garde. Ils fouillèrent Niccolo, confisquant son Sig Sauer, mais s'arrêtèrent en regardant Emerson. « Elle est avec moi, » dit Niccolo, sa voix ne laissant aucune place à la discussion, et elle porte le sang de Salvatore Moretti. Les gardes échangèrent un regard, puis ouvrirent silencieusement la lourde porte. Ils descendirent un escalier en colimaçon en fer forgé qui sentait la terre humide et le vieux cigare. En bas, une lourde porte en chêne s'ouvrait sur un immense bar clandestin souterrain qui avait été préservé depuis les années 1920. Des banquettes en velours bordaient les murs, et une grande table en acajou dominait le centre de la pièce. Assis à la table se trouvaient 3 hommes âgés, les chefs des familles Genovese, Greco et Colombo. Des hommes qui contrôlaient des milliards de dollars et des milliers de vies. Mais les yeux d'Emerson les ignorèrent complètement. Debout à la tête de la table, vêtu d'un tailleur noir élégant qui lui semblait complètement étranger, se trouvait Rosa Moretti. Elle ne ressemblait pas à la femme fatiguée qui faisait le ménage à Brooklyn. Sa posture était droite comme un I, ses cheveux grisonnants, tirés en un chignon sévère, ses yeux brûlants d'un feu intense et calculateur. « Maman », murmura Emerson, le mot se coinçant dans sa gorge. Les yeux de Rosa se posèrent sur Emerson. Une lueur de soulagement maternel traversa ses traits sévères, mais elle le masqua rapidement. « Tu as survécu au loup, mia Piccolina, et tu as amené le garçon de Matteo. » Avant qu'Emerson ne puisse courir vers elle, les lourdes portes à l'extrémité opposée de la pièce s'ouvrirent violemment. Luca Moretti entra, flanqué de Silvio et de 3 autres capos. Luca était un homme massif et taurin avec un cou épais et un visage marqué par des décennies de bagarres de rue. Il dégageait une violence brute et non raffinée. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» rugit Luca, ses yeux parcourant la pièce, pour finalement se poser sur Rosa. « Toi, la veuve d'un homme mort convoque une réunion de la commission? J'aurais dû t'enterrer à côté de mon faible frère. » Le chef de la famille Greco, un homme ancien à la voix rauque, leva la main. « Silence, Luca. Rosa a convoqué cette réunion en vertu du droit de l'usurpateur. Elle prétend que tu as volé le trône. »« C'est une folle, » cracha Luca, faisant un pas menaçant en avant. Niccolo se plaça doucement devant Emerson, bloquant le chemin de Luca. « Elle n'est pas folle, Luca. C'est une comptable, et elle sait exactement combien tu as volé aux hommes assis à cette table. » Luca se figea, ses yeux se fixant sur Niccolo. « Tu n'as aucune preuve de Matteo. Ce registre est du Carabia. » Emerson sortit de derrière Niccolo. La peur qui l'avait paralysé toute la journée s'évapora, remplacée par une fureur froide et juste. Cet homme avait assassiné son père. Il lui avait volé sa vie. Elle s'avança, claquant le registre de Thomas Sterling sur la table en acajou. À côté, elle plaça le bloc-notes avec ses chiffres traduits. « C'est une substitution de dialecte de Palerme, » dit Emerson, sa voix résonnant claire et forte dans la pièce caverneuse. Elle regarda directement les chefs de la commission. « Mon père a conçu le code, ma mère tenait les livres, et je viens de le traduire. Il y a 20 ans, Luca Moretti a conspiré avec Thomas Sterling. Il a détourné 20% de chaque conteneur appartenant aux familles Greco et Genovese, faisant transiter l'argent par des comptes de sociétés écrans d'Aegis Holdings. » La pièce devint mortellement silencieuse. Les 3 dons se penchèrent en avant, leurs yeux parcourant les pages traduites. L'atmosphère passa de tendue à complètement mortelle. « Petite, »
gronda Luca, se jetant sur Emerson. Il ne fit pas deux pas. Niccolo bougea avec une violence terrifiante et fluide. Il attrapa Luca par les revers de son costume, utilisant son élan, et projeta l'homme massif face contre la table en acajou massif avec un craquement écœurant. Silvio chercha une arme dissimulée, violant la règle sacrée du terrain neutre. Mais Rosa Moretti fut plus rapide. Des plis de son tailleur, elle sortit un petit Derringer en argent et le pointa directement sur le front de Silvio. « Essaie donc, traître !» siffla Rosa. Le chef de la famille Genovese leva les yeux du registre, son visage un masque de fureur froide. Il regarda Luca, saignant et gémissant, puis Silvio. « La preuve est absolue », râla le vieux Don. « Luca Moretti, tu as volé la commission. Tu as assassiné un homme d'honneur, ton frère Salvatore. La peine est la mort. Les actifs de la famille Moretti sont gelés jusqu'à ce qu'un nouveau chef soit nommé. » Il regarda Emerson puis Niccolo. Il semble que la famille De Matteo ait formé une nouvelle alliance puissante. Niccolo se tenait au-dessus du corps brisé de Luca Moretti. Il regarda les Don, puis tourna son regard entièrement vers Emerson. Ses yeux sombres brillaient d'un mélange terrifiant de fierté, de possessivité et de désir non filtré. « Il n'y a pas d'alliance », dit doucement Niccolo, sa voix résonnant dans la pièce silencieuse. Il tendit la main, prenant celle d'Emerson, entrelaçant ses doigts avec les siens. « Il n'y a qu'une unification. Emerson Moretti est l'héritière légitime du trône de son père, et elle est à moi. » Emerson ne se retira pas. Elle serra sa main, la chaleur de sa peau l'ancrant. Elle regarda sa mère, qui fit d'un lent signe d'approbation, puis son oncle, rampant sur le sol. Elle était entrée dans une maison de ville en tant qu'experte et était sortie d'une voûte souterraine en tant que reine. « Tu vois, » murmura Emerson en sicilien, levant les yeux vers les yeux sombres et dévorants de Niccolo. « Je suis à toi et tu es à moi. » Niccolo sourit, un sourire prédateur et victorieux. La guerre était finie. La guerre qui a commencé dans la bibliothèque en ruine d'Oyster Bay a testé toutes les limites entre Emerson et Niccolo. Des rues ensanglantées de Brooklyn aux salles de conseil opulentes de Manhattan, Emerson a prouvé qu'elle n'était pas une experte fragile, mais une reine redoutable capable de naviguer dans les eaux dangereuses du syndicat. Niccolo, le roi impitoyable, a appris que le vrai pouvoir ne résidait pas dans la peur, mais dans la loyauté inébranlable d'une femme qui égalait son feu. Ensemble, ils ont démantelé la menace calabraise, leur partenariat forgé dans la survie et solidifié dans une passion indéniable et dévorante. À la fin, le registre fut brûlé, le passé mis au repos, et Emerson se tenait aux côtés de Niccolo, non plus comme une captive, mais comme la matriarche incontestée de leur empire unifié. Elle n'a jamais cessé de l'insulter en sicilien, et il n'a jamais cessé de sourire quand elle le faisait. Il régnait sur la ville, complètement et éternellement entrelacé.